Bonsoir à tous, bienvenue, il est 20h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Faire le point sur les grandes lignes de l'actualité politique au Gabon. Au menu du point de presse du Rassemblement de patriotes républicains, Alexandre Mbaoundo vous donnera plus de détails dans ce journal. 8e édition du Festival international des talents d'exception. Plusieurs jeunes vont bénéficier d'une formation axée sur le recyclage et la valorisation des déchets. Affaires à l'étranger en Côte d'Ivoire, Angela Merkel fait l'unanimité. L'ancienne chancelière allemande reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en présence de nombreux chefs d'État africains. Nous ouvrons cette édition d'information. Faciliter l'accès à l'emploi, c'est l'objet de la rencontre ce matin à Libreville entre le ministre de la fonction publique et la Fédération des entreprises du Gabon et le club Capital Humain. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. Le compte rendu est avec Maya Meza. Merci. L'enjeu de cette rencontre, ce jeudi 9 février, dans un hôtel de la capitale gabonaise, avait pour but d'échanger avec les entreprises, membres de la Fédération des entreprises du Gabon et de Club Capital Humain, afin de leur présenter les réformes qui ont été initiées par le gouvernement, entre autres, celle de faciliter l'accès à l'emploi. Nous avons souhaité rencontrer les entreprises membres de la Fédération des entreprises du Gabon et du Club Capital Humain pour leur présenter les réformes qui ont été initiées par le gouvernement pour faciliter l'accès à l'emploi. Nous avons une grande réforme qui s'est articulée autour de 3 axes. Une réforme de la formation professionnelle, du Code du travail et du Pôle national de promotion de l'emploi. Plus avoir d'adhésion de ces entreprises, conformément à la déclaration de politique générale qui a été prononcée. Et les filles, c'est de toucher le maximum de bassins d'emploi. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 6 du plan d'action de la politique générale du gouvernement relative à l'emploi, le président de la FEG a réaffirmé son implication. Nous sommes dans une nouvelle dynamique, une dynamique d'échange, de partenariat, de renforcement de nos dialogues, le dialogue public-privé. Et nous sommes vraiment au cœur de ce dialogue-là. Donc nous avons apprécié ce matin d'écouter Mme le ministre et tous ses collaborateurs sur tout le niveau dispositif qui permet de renforcer l'employabilité au Gabon. Le gouvernement est digne des lois. Nous, entreprises, nous devons mieux le connaître. Cette rencontre a également permis de montrer les axes majeurs de la réforme du Code du travail, notamment avec les contrats nouveaux et un focus particulier sur les contrats jeunes. Vous savez que notre chômage touche singulièrement les jeunes. Donc il fallait indiquer à la FEG, la Fédération des entreprises du Gabon, qui est l'organisation patronale la plus représentative dans notre pays, qui gère 80% du PIB. Et donc il fallait leur montrer que l'État était attentif à écouter. Nous sommes sortis de là effectivement très heureux de pouvoir avoir été entendus. Soucieux d'assurer l'efficacité de l'action gouvernementale pour les résultats probants et rapides, les membres du gouvernement ont profité de cette occasion pour communiquer sur le plan d'action du gouvernement en matière d'emploi et d'insertion des jeunes. La suite de cette édition d'information, lancement officiel ce jeudi de la caravane de sensibilisation des femmes et des filles de sciences dans les différents établissements de la capitale gabonaise. Cette initiative de l'association Top Science vise à mettre en valeur les matières scientifiques auprès de la gente féminine. Plus de précisions dans cet élément de Chimène Nindon. L'importance et le rôle des sciences. Voilà la source de motivation de la caravane de sensibilisation dans les établissements scolaires de Libreville. J'ai retenu qu'une femme peut faire plusieurs métiers, que l'électricité n'est pas seulement pour les hommes. Je vais être pédiatre plus précisément, pour pouvoir aider les enfants parce que j'aime beaucoup m'occuper d'eux. Je vais parcourir le monde pour pouvoir m'occuper des enfants, pour essayer de mettre fin à la famine dans le monde. C'est toujours bien de voir des modèles parce que je suis en terminale scientifique, c'est toujours bien de voir des personnes qui ont fait ce dans quoi on a envie de se lancer et nous présenter par où elles sont passées, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer et comment elles sont arrivées à atteindre leurs objectifs. Cette manifestation est en prélude à la Journée internationale des femmes et filles de sciences prévue pour ce 11 février. Des échanges enrichissants dans le but de promouvoir les sciences auprès des femmes et filles du Gabon. La métrologie, c'est une science très intéressante qui s'occupe des instruments de mesure. C'est la science de la mesure
qui est là pour s'assurer que les instruments que nous utilisons dans tous les secteurs d'activité sont conformes. Au cours des échanges, j'ai quand même vu certaines secouer de la tête et d'autres ont pris la peine de poser des questions concernant l'intérêt de poursuivre ces études, comment ça se passe. C'est un métier qui semble être rare chez nous, alors qu'ailleurs c'est très novateur et important également dans le secteur de l'industrie et de la lutte contre la vie chère. Cette année, pour notre descente sur le terrain, nous avons essayé de mettre un accent particulier sur les élèves de l'école primaire dans un premier temps et celle du premier cycle parce que c'est dans ces premières classes que justement l'orientation se décide. Et donc nous avons voulu mettre en chacune de ces jeunes filles le désir, sinon susciter le désir de faire tout ce qui est science afin de s'orienter dans les métiers que la plupart d'entre nous, la plupart des intervenantes pour lesquels elles ont opté. À travers cette caravane des professionnels des métiers de la science et de la technologie réunis au sein de l'association Top Science veulent, une fois encore, inciter les jeunes élèves filles à s'intéresser davantage aux matières scientifiques, considérées souvent, à tort ou à raison, comme l'apanage des hommes. À César, ce qui est à César, le reportage était signé de Jessica Andjoa. Dans l'optique de permettre une meilleure efficacité de l'ITIE au Gabon, une importante délégation de cette entité internationale qui œuvre dans la transparence de la gestion de ressources naturelles a été reçue par la société civile gabonaise. Objectif, mettre en place des mécanismes pouvant permettre une gestion responsable des industries extractives. Alexandre Bamundo. L'initiative relative à la transparence des industries extractives internationales et intergabonaises. Cette entité qui permet une gestion transparente et responsable des ressources naturelles est venue s'imprégner des réalités gabonaises. C'est un moment également important pour l'ITIE Gabon car il y a une échéance qui arrive. Vous le savez, le Gabon s'est engagé à mettre en œuvre la norme ITIE en adhérant à l'ITIE. Ça veut dire qu'il doit procéder à un certain nombre de divulgations et d'avancer dans la transparence. Et la première échéance qui arrive, c'est celle du 21 avril, puisque le conseil d'administration a donné 18 mois au Gabon, qui est un nouveau pays qui est arrivé, pour publier son premier rapport. Après, il devra régulièrement publier des rapports de transparence. Mais son premier rapport doit être publié d'ici le 21 avril de cette année. Au regard des délais exigés au Gabon par rapport à la remise du rapport sur la transparence des ressources naturelles, la société civile gabonaise accorde le bénéfice du doute au gouvernement. Et donc, nous, on ne peut pas mettre en doute le travail du gouvernement. On est plus ou moins, on a peut-être peur de ce que la date soit un peu courte, mais on fait confiance au gouvernement sur la mise en œuvre du rapport. Occasion a été donnée également à cette société civile de réitérer son engagement sur la mise en œuvre du processus ITIE Gabon. Pour nous, la société civile, il s'agissait de présenter, de réitérer notre engagement, notre volonté de voir ce processus aller jusqu'à son terme. Nous savons qu'en avril 2021, le Gabon doit produire son premier rapport. Et la production de ce rapport implique la participation, comme cela est prévu dans la norme, de toutes les parties prenantes et donc l'engagement renouvelé de toutes les parties prenantes. Il faut souligner que si la qualité des rapports s'améliore, l'ITIE deviendra la principale source d'information sur les ressources des industries extractives. En prélude à la concertation nationale qui aura lieu dans quelques jours, le Conseil national de la jeunesse a mobilisé la jeunesse gabonaise autour d'un dialogue. Quels étaient les enjeux de cette rencontre? Quel sera l'apport de cette jeunesse lors de cette concertation nationale lancée par le chef de l'État lors de son discours à la nation? Pour plus de détails, nous recevons sur ce plateau le président du Conseil national de la jeunesse, en la personne de Freddy Fernandez Onangema. Fernandez Onangema, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de TV+. C'est moi qui vous remercie au nom de la jeunesse gabonaise. Alors, on entame, avant de justement rentrer dans le vif du sujet, comment se porte aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse? Le Conseil national de la jeunesse du Gabon se porte bien, nonobstant certaines petites difficultés d'ordre institutionnel.
mais dans l'ensemble, avec les organisations qui la composent, le Conseil national de la jeunesse se porte bien, et on l'a bien vu hier avec la mobilisation des jeunes, avec la mobilisation de toutes les organisations de jeunesse affiliées autour de ce dialogue que nous avons organisé hier. Alors les activités cette année quand même ne sont pas trop visibles lorsqu'on essaie de voir un peu votre plateforme. Qu'est-ce qui fait que justement il n'y a pas beaucoup de mouvements cette année qui devraient justement prendre en compte, on va dire, les besoins, sinon les perspectives de la jeunesse? Alors il faut déjà dire que le Conseil national de la jeunesse du Gabon, c'est l'ensemble des organisations de jeunesse affiliées à cette organisation, à cette institution. Alors, ces organisations sont sur le terrain. Je crois que vous remarquez que les associations font des activités. Et pas plus tard que le week-end passé, nous étions avec l'International Followership qui a reçu officiellement son agrément et qui nous a invités. Nous avons signé un partenariat. C'est juste un exemple pour dire qu'il y a effectivement des activités qui se font sur le terrain à travers les associations, à travers les conseils provinciaux de jeunesse et à travers le bureau national que nous conduisons. Donc, à partir de là, je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais ce que je sais, c'est que le Conseil national de la jeunesse du Gabon est bel et bien sur le terrain au travers de tous ces démembrements. D'accord. Hier, vous avez tenu justement un dialogue national avec tous les démembrements de la jeunesse qui composent justement notre pays. Alors, quels ont été les objectifs justement de ce dialogue? Alors, comme vous l'avez dit en préambule, en prélude à cette concertation annoncée par le président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, il était de bonne loi pour la jeunesse gabonaise de se regrouper autour de ce dialogue pour réfléchir ensemble sur la partition que nous voulons jouer lors de cette grande messe républicaine. C'est vrai que d'aucuns pensent, et c'est ce qui a été d'ailleurs annoncé, que c'est une concertation qui sera essentiellement politique, mais nous pensons que la jeunesse gabonaise étant la plus franche, étant la population la plus majoritaire dans notre pays, nous ne pouvons pas rester à l'écart de cette opportunité qui a été offerte par le président de la République, et nous pensons que nous devons jouer un rôle primordial. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis hier pour réfléchir ensemble sur les enjeux de cette messe et ce que la jeunesse voudra bien proposer lors de cette concertation nationale appelée par le président de la République. On revient sur les objectifs justement de la rencontre. Quels ont été les objectifs de ceux que vous avez énumérés? C'est ce que je viens de dire. Les objectifs déjà étaient de fédérer toute la jeunesse gabonaise autour de cette réflexion. Les objectifs étaient de réunir les leaders associatifs, les mouvements, pour décortiquer la situation politique de notre pays, pour décortiquer les difficultés qu'encourent les jeunes dans notre pays et voir comment saisir l'opportunité qui a été offerte par le président de la République pour justement faire entendre la voix de la jeunesse, parce que nous ne voulons plus rester à l'écart de tout ce qui se fait dans notre pays. C'était ça le principal objectif. Maintenant, pendant cette activité, nous avons justement élaboré un certain nombre de panels sur lesquels nous avons réfléchi et ces recommandations. Les panels en question justement, les panels en question, nous avons parlé de l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse du Gabon, qui est un plaidoyer fort que les jeunes font depuis des années. Nous avons parlé justement de la participation citoyenne et politique de la jeunesse, et nous avons parlé également des questions entrepreneuriales, des questions d'ordre social dans lesquelles les jeunes voudraient effectivement s'impliquer également. Alors, si vous étiez justement convié à ce conseil national, à cette concertation nationale lancée par le chef de l'État, comment comptez-vous justement faire peser la voix de la jeunesse au sein de cette grande messe-là? Alors, il faut déjà dire que nous ne connaissons pas encore l'agenda. D'emblée, on peut déjà dire que ce sont les partis politiques qui sont conviés au départ, mais nous avons fait le plaidoyer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes réunis hier, pour participer. Donc, à partir du moment où nous serons participants, à partir du moment où nous aurons la confirmation que les jeunes seront inscrits à ce dialogue au travers du Conseil national de la jeunesse, nous allons justement verser au dossier les recommandations que nous avons élaborées hier pour justement que ces recommandations soient prises en compte. Parmi lesquelles le respect ou encore l'application de la loi 9/2016 qui traite des quotas des jeunes, des quotas des femmes dans la participation politique, parce que nous remarquons que c'est une loi qui n'est pas véritablement appliquée. Nous voulons que les 20% prévus pour les jeunes dans l'inscription dans des listes de candidature soient respectés. Nous voulons que
ces jeunes aient voix au chapitre. Nous voulons que leurs aspirations politiques soient prises en compte. Nous ne voulons plus être uniquement des citoyens qui vont simplement accomplir leur devoir civique, c'est-à-dire voter, et qui par la suite sont souvent instrumentalisés après. Nous voulons être des véritables acteurs dans l'accélération de la transformation de notre pays, et pour cela, il faut que nous investissons les cercles de décision, et cela passe justement par la participation politique que nous avons identifié hier. Donc, si nous partons à ce dialogue, et c'est d'ailleurs le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui, nous allons justement verser au dossier tout ce que nous avons élaboré hier. Et si, malheureusement, nous ne partons pas, ce qui n'est pas d'ailleurs notre souhait, parce que nous savons que le président de la République va entendre notre appel. Si malheureusement nous ne partons pas, nous avons prévu justement transmettre ce plaidoyer auprès des autorités compétentes des confessions religieuses pour justement insister sur ce plaidoyer-là. Mais j'ai foi et je sais, et nous l'avons affirmé hier, que nous serons bel et bien à ce dialogue parce que la jeunesse représente 70% de la population, 70% des votants, et il est hors de question qu'on parle de politique dans notre pays sans cette jeunesse-là. Alors, il faut également dire que le Gabon, cette année, c'est quand même des élections générales, présidentielles, législatives et les élections locales. Alors, quel conseil, justement, sinon, quelle partition cette jeunesse devrait jouer lors, justement, de ces joutes électorales? La partition que les jeunes devraient jouer au départ, comme tout citoyen, c'est déjà de s'inscrire sur les listes électorales, d'être véritablement actif, parce que c'est le politique qui décide sur les questions d'ordre général. Alors, les jeunes ont l'habitude de se plaindre, tout comme la population gabonaise en général. Nous nous plaignons des conditions de vie et ainsi de suite. Mais les décisions se prennent par des politiques. Donc, si nous restons à l'écart, nous ne pouvons pas justement inverser la tendance. Nous ne pourrons pas justement bouger les lignes. Il est donc important que les jeunes comprennent cela, et cela passe d'abord par l'inscription massive sur les listes électorales, par une participation effective dans la vie politique du pays, et naturellement, et je le sais, que nous allons apporter une pierre à l'édifice et nous pourrons justement intégrer les sphères de décision, et nous allons faire bouger les lignes pour un développement certain de notre pays. Il faut dire que quand même aujourd'hui la jeunesse s'est toujours mobilisée lors des joutes, lors des élections, on va dire précédentes. Seulement, on a l'impression que les jeunes sont souvent laissés pour compte. Et pour beaucoup d'ailleurs, ne sont même plus motivés à participer justement aux échéances électorales. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il serait encore facile de remotiver, de remobiliser cette jeunesse-là pour pouvoir justement se faire inscrire, parce qu'elle se sent plus ou moins lésée parfois? Alors, je peux vous dire que si déjà nous nous sommes réunis hier pour dialoguer en prélude à la concertation politique, c'est que la jeunesse est motivée à s'intéresser, à participer activement à ces questions électorales-là. La mobilisation que nous avons vue hier démontre que les jeunes sont plus que motivés. Et si aujourd'hui nous appelons le président de la République a considéré la jeunesse dans cette concertation, c'est parce que justement nous sommes motivés. C'est vrai, d'aucuns pourraient penser, comme vous le dites là, et c'est un peu la mentalité de la population de façon générale, on va encore faire comment? C'est ce qu'on dit souvent. Mais la jeunesse a compris que nous ne devons plus rester en marche. La jeunesse a compris que le Gabon, c'est nous. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis hier, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de participer à ce dialogue pour justement démontrer que nous ne voulons plus simplement être ceux-là qui applaudissent pendant les meetings. Nous ne voulons plus être ceux-là qui sont instrumentalisés pour casser après les élections. Nous voulons plutôt être ceux-là qui décident pour notre pays, qui décident pour les générations futures et qui décident pour la nation tout entière, parce qu'il s'agit là de notre Gabon, le Gabon d'abord. Donc je peux vous assurer que la mobilisation que nous avons vue hier, je peux vous assurer que la motivation qui habite les jeunes en ce moment est sans égal, et nous sommes décidés à justement faire entendre notre voix, et nous appelons encore le président de la République à considérer cela, parce que le Gabon, c'est la jeunesse.
Alors, vous avez évoqué une grande problématique tout à l'heure, c'était la question entrepreneuriale. Or, un grand problème aujourd'hui qui touche la jeunesse gabonaise, c'est la question du chômage. Et après, parfois, des études supérieures, trouver un emploi aujourd'hui est devenu, on va dire, difficile d'une certaine manière. Et la question, justement, même entrepreneuriale, dans le financement de certains projets, parfois, beaucoup ne sont pas, si vous voulez, d'une certaine manière, un peu informés sur les mécanismes pouvant amener certains à entreprendre. Vous, qui êtes le porte-parole, justement, de cette jeunesse, est-ce que vous avez prévu au sein de votre organisation des campagnes de sensibilisation pour permettre, justement, à ces jeunes-là de pouvoir être à un certain niveau d'information qui devrait leur permettre de parvenir à entreprendre dans le pays? Effectivement, nous avons pensé à tout ça. Si cette question a été inscrite au dialogue, c'est parce que nous la prenons à cœur. Et je puis vous assurer que les mécanismes sont mis en place pour justement permettre à ce que le jeune puisse prendre conscience qu'il n'y a pas que la fonction publique, il y a également l'entrepreneuriat. Il y a tout un programme que je ne vais pas déjà dévoiler ici parce qu'il est encore en gestation avec les ministères compétents. Il y a tout un programme qui est en gestation en ce moment. Le moment venu, nous allons communiquer là-dessus, mais ce qui est déjà sûr, c'est qu'avec les ministères compétents, notamment le ministère des PME-PMI, nous sommes en concertation pour mettre en place un programme qui va toucher tous les jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Le moment venu, nous allons certainement revenir ici pour rentrer un peu plus en détail sur cette question-là. Mais une chose est sûre, nous avons émis un certain nombre de recommandations pour faire décoller l'entrepreneuriat dans notre pays et le reste, vous allez le découvrir le moment venu. Je préfère laisser l'exclusivité aux autorités compétentes pour ne pas voler la vedette parce que le jeune, c'est également le respect. Nous allons, ce qui est sûr, mettre en place un programme sur le plan national en ce qui concerne les jeunes. Rassurez-vous, la question entrepreneuriale a bel et bien été prise en compte lors de ce dialogue. Freddy Fernandez Onangema, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois de plus. Nous aurons certainement l'occasion d'évoquer d'autres pans par rapport justement à vos activités et à cette concertation nationale lors de nos prochaines rencontres, si seulement nous sollicitons une fois de plus encore votre invitation. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. La 8e édition du Festival international des talents d'exception se précise à Libreville. Cet événement se tiendra du 11 au 28 février prochain sous le thème Gabon zéro déchet. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par les organisateurs. Chimène Nindon était sur le lieu. C'est l'opportunité de présenter. Ce festival qui se déroulera au stade de Ndingayan, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, sera une occasion de plus de mettre l'art au service de la protection de l'environnement. Pendant plusieurs jours, l'accent sera mis sur la formation et l'importance du recyclage et la revalorisation des déchets. Pourquoi Gabon zéro déchet? Parce que nous avons remarqué que le secteur culturel a la capacité de contribuer à l'effort qui est déjà mis sur place par le gouvernement et les ONG. D'où la nécessité d'impliquer les acteurs culturels, les artistes, les stylistes, les danseurs. L'idée ici, c'est vraiment, une fois de plus, de réunir les acteurs, mais là maintenant, de vraiment leur donner la parole, de sorte qu'on puisse capter leur position, leur voix. Dans la poursuite de ces propos circonstanciels, la présidente du FITEX a décliné le programme des activités qui s'étendront sur 2 semaines. Le 11 février, nous avons une séance de nettoyage, ramassage des ordures dans les rues de Nzanyon et sensibilisation de la population. Le 12 février, nous avons un défilé de mode au niveau du rond-point de Nzanyon où nous présenterons les produits faits à base des objets recyclés. Le 13, nous avons le lancement officiel de la foire ici au stade de Nzanyon. Le 16, le 15, le 26, nous avons la formation ici. L'entrée est gratuite. La formation dans le sens du théâtre, danse et également du côté de la mode. Il y a lieu de rappeler que cet événement a vu le jour au Togo en 2015 avant de s'exporter au Gabon.
Actualité politique, le Rassemblement de patriotes républicains a tenu un point de presse ce jeudi à son siège social, occasion pour son secrétaire général de revenir sur les grandes lignes de l'actualité politique gabonaise du moment. Alexandre Bamdo nous en dit plus. Le Rassemblement des patriotes républicains est sorti de son silence. C'est au cours du point de presse tenu à son siège social à Lalala que son secrétaire général Guy Nambé Kalé a jeté un regard froid sur les réalités démocratiques au Gabon. L'élection, qui est supposée représenter la voie qui conduit à ces changements, n'a jamais permis l'accession au pouvoir d'une équipe de femmes et d'hommes appartenant à des obédiences politiques autres que celles du PDG. Depuis 1993, aucune élection présidentielle ne s'est terminée dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Autre point focal avec les hommes et les femmes des médias a été l'arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron, qui est mal conçu au sein de l'opposition gabonaise. Il y a le séjour probable à Libreville au mois de mars du président de la République française, M. Emmanuel Macron, pour participer au One Forest Summit sur la préservation des forêts tropicales. Cette visite pose un problème. Rappelons que le Gabon est en année électorale et que la présence du président français chez nous, dans ce contexte politique particulier, est mal perçue. Le parti de Jean-François Toutoumema n'a pas omis de remettre en question la gestion de la Cour constitutionnelle par l'équipe actuelle. Les élections démocratiques, transparentes et apaisées se fondent sur le respect de la loi, de la Constitution, la mère des lois. Or, les grossières violations répétées de la Constitution, la dénaturation répétitive de celle-ci par une Cour constitutionnelle qui s'arroge souvent les prérogatives du constituant et qui ne prend guère en compte les résultats réels des votes, ont installé dans notre société à la fois un fort taux d'abstention et le rejet de la politique par une grande partie des Gabonais. Ayant été mal reçu par les juges constitutionnels lors de la rencontre politique, le RPR a exigé les excuses de la part de la Cour constitutionnelle. Le président gabonais Ali Bongo a reçu ce matin en audience le Premier ministre Alain-Claude Billy Binze. Les deux personnalités ont évoqué les missions du chef du gouvernement dans la province du Moyen-Ogooué, mais aussi l'organisation de la concertation politique qui aura lieu dans quelques jours à Libreville. C'est un reportage de la presse présidentielle. Le Premier ministre Alain-Claude Billy Binze a fait le point au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de sa mission de proximité dans la province du Moyen-Ogooué, dans les localités de Ndjoli et Lambaréné. Le Premier ministre a dressé l'état de lieu des infrastructures et a échangé avec les populations. Je suis venu faire au président de la République le point sur la dernière tournée que j'ai effectuée dans le Moyen-Ogooué avec les étapes de Ndjoli et de Lambaréné, où avec les membres du gouvernement qui m'accompagnaient, nous avons pu visiter les infrastructures, mais aussi échanger avec les populations. Et ça a été l'occasion pour moi de rendre compte au chef de l'État des avancées qu'il y a, mais aussi des éléments de correctifs qu'il faudra absolument apporter pour que les populations ne soient pas en interrogation au regard de ce qui se passe sur le terrain. La concertation politique majorité-opposition qui a pour objectif de permettre d'établir des meilleures conditions d'organisation des consultations électorales apaisées a fait également l'objet des discussions entre les deux personnalités. Le chef de l'État m'a chargé également d'affiner la question de la concertation qu'il appelle pour le lundi 13 février avec toute la classe politique gabonaise. C'est un moment que le chef de l'État veut important pour notre pays, parce qu'il s'est engagé aux yeux de la nation et à l'international à mettre en œuvre tous les éléments pour parvenir à des élections apaisées. Cette concertation politique découle de la vision du président de la République Ali Bongo Ondimba, où
l'expression de la démocratie se traduit par la prise en compte des avis de toutes les forces vives de la nation. La communauté internationale a célébré le 4 février dernier la journée mondiale de lutte contre le cancer. Pour mieux comprendre certaines avancées en matière de lutte contre cette pandémie, Roland Djakou a reçu Jeanne d'Arc Kongdes, présidente de l'ONG Azafak, qui est revenue sur la nécessité de rompre avec la stigmatisation des malades atteints du cancer dans le pays. De précision dans cet extrait. Côté social, la prise en charge médicamenteuse, elle a évolué. Donc il y a la CNAMGS qui est là, qui prend en charge les malades du cancer. Mais sur le plan social, il y a toujours cette stigmatisation des personnes atteintes de cancer, et particulièrement les femmes. Je constate sur le terrain que les femmes sont plus stigmatisées que les hommes. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes se retrouvent seules, abandonnées par leurs conjoints lorsqu'elles sont malades. Et c'est quelque chose qu'on déplore, parce que lorsque c'est l'homme qui est malade, très souvent la femme est là, elle l'accompagne. Mais quand c'est la femme, malheureusement, le sort n'est pas le même. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons, et moi j'en citerai une particulièrement. Je pense que j'en citerai deux. Il y a le fait de ne pas reconnaître cette personne-là qu'on a aimée à un moment donné. Donc, en ce qui concerne le cancer, aussi bien la maladie elle-même que le traitement altèrent le physique de la personne. Donc, soit, si c'est le cas d'un cancer du sein, il y aura une ablation du sein qui va se faire. Alors, la personne déjà elle-même, la malade, ne se retrouve pas, est plus ou moins déconnectée d'avec son corps. C'est pas le conjoint qui pourrait lui être connecté à ce corps-là, que même la personne elle-même n'arrive pas à se réapproprier. Ensuite, il y a le fait que sur le plan et en fait j'ai envie de dire que c'est la conséquence. Tout est lié. Le fait que la femme ait perdu dans sa tête, bien sûr, sa féminité, il y a des choses qu'elle n'arrive plus à faire, notamment, par exemple, accomplir son devoir conjugal. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? L'homme, pas seulement le conjoint, même s'il comprend la situation de sa femme, à un moment donné, il y a l'aspect physiologique qu'il appelle. Malheureusement, lorsqu'il va accomplir ses besoins, on va dire à l'extérieur, il peut arriver que, au niveau de la maison, les choses prennent un coup. L'actualité à présent, hors de nos frontières, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a reçu hier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix grâce à sa politique en faveur des réfugiés venus de Syrie, d'Irak et de l'Afghanistan. C'était en présence des ténors de la politique ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara, Kona Bédié. Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, reçoit cette année le prix Houphouët-Boigny pour la paix. En 2015 et 2016, elle avait accueilli dans son pays plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d'asile au pic de la crise des migrants, notamment alimentés par la guerre en Syrie. Quelques 2000 personnes étaient conviées à la remise de ce prix créé en 1989 et qui a récompensé par le passé Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Lula ou encore François Hollande. Les anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aujourd'hui dans l'opposition, étaient également présents aux côtés de l'actuel chef de l'État. C'est leur première apparition publique commune depuis juillet dernier. Le président sénégalais Macky Sall, le président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et chef de l'État bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, faisaient notamment partie des invités d'honneur de la cérémonie. La militante congolaise pour les droits humains, Julienne Lessengue, a par ailleurs reçu la mention d'honneur du jury, présidée par son compatriote, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, pour son engagement pour les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo.
L'actualité sur le séisme qui sévit en Turquie et en Syrie. Les secouristes en Turquie et en Syrie poursuivent jeudi leurs efforts dans un froid glacial pour rechercher des rescapés dans les décombres. Les chances de survivants s'amoindrissent 3 jours après le séisme qui déjà fait plus de 16 000 morts. Le récit est décidé l'animal. Des hélicoptères acheminent de l'aide humanitaire à Antakya. Des couvertures, de la nourriture et de l'eau sont déposées dans cette ville qui se trouve à 175 km de l'épicentre du séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter qui s'est produit ce lundi 6 février. Des centaines de bâtiments de cette cité entourée de montagnes enneigées ne sont plus que ruines. Aujourd'hui, le bilan total de morts dans le pays s'élève à plus de 16 000. Les 72 premières heures sont souvent cruciales pour retrouver des survivants. Après une telle catastrophe naturelle, plus de 90% des rescapés étant secourus au cours de cette fenêtre. Alors que les excavatrices s'affairent jour et nuit, la nouvelle chute des températures rend les conditions de vie infernales pour ceux des rescapés qui n'ont nulle part où aller. Dans la ville turque de Gaziantep, les températures ont chuté jeudi à moins 5 degrés tôt dans la matinée. Des gymnases, des mosquées, des écoles et des magasins ont accueilli des rescapés pour la nuit, mais les lits restent rares. D'autres personnes ont allumé des feux de bois au milieu des débris pour se tenir chaud. En Syrie, plus de 3100 corps ont pour le moment été extraits des décombres selon les autorités. Pour les rescapés, c'est le même scénario. Nous avons dormi ici dans le camion après que notre bâtiment a été endommagé par le séisme. Nous ne pouvons pas retourner chez nous parce qu'il pourrait s'effondrer en cas de réplique. Comme vous pouvez le constater, nous restons ici sur le trottoir. Dans le camion, ma famille et moi sommes laissés à la rue. Dans plusieurs zones syriennes, l'aide peine à arriver. Il en est de même en Turquie qui déplore le plus grand nombre de morts. Les réseaux sociaux turcs sont inondés de messages de personnes qui se plaignent d'un manque d'efforts, de secours et de recherche des victimes dans leur zone, en particulier dans la région d'Hatay. L'aide internationale a commencé à arriver mardi, des dizaines de pays ayant proposé leurs services à Ankara, dont ceux de l'Union européenne et du Golfe, les États-Unis et la Chine. Un mot de sport en bref dans cette édition d'information. Après une brillante participation au 7e championnat d'Afrique des Nations en Algérie, sanctionné par une excellente prestation en finale, Pierre-Christian Atcho a été à nouveau convoqué par la Confédération africaine de football. Le jeune arbitre international gabonais de 30 ans sera à Rabat au Maroc dans le cadre de la 2e journée du groupe C de la Coupe de la CAF. Il va officier le match qui opposera le Phare de Rabat à l'ASCO de Kara du Togo. Pierre Ghislain Atcho est en train d'écrire à sa manière l'histoire de l'arbitrage gabonais comme l'ont fait plusieurs de ses prédécesseurs, Jean-Fidèle Diramba, Pierre-Alain Mungengi, Jérôme Efonzolo et Eric Castanet au Togo. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'informations préparées par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.